Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Guy Mafimba Motoki, que vous connaissez très bien, mais pour ceux qui le découvrent, c'est un opposant politique congolais avec qui nous allons tenter de décrypter 4 sujets de l'actualité congolaise, notamment les menaces voilées de Philippe Mvou, président du Conseil supérieur de la liberté de communication à l'endroit des médias congolais installés particulièrement en France. Nous aborderons également l'affaire Guy Brice Parfait Kolela qui rebondit après l'annulation de la date de l'inhumation imposée par l'Institut médico-légal de Paris. La vente aux enchères de 2 immobiliers de la République du Congo, j'allais dire les 2 symboles de la République du Congo, parce qu'il s'agit également de la résidence de l'ambassadeur du Congo en France, à Paris, qui sera vendue le 16 décembre prochain. S'invitera également sur ce plateau. Et si le temps nous le permet, nous pourrons terminer par le 4e sujet, bien entendu, les 600 corps qui traînent dans les morgues de la seule ville de Brazzaville. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Guy Mafimba Motoki, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et bonjour à tous vos téléspectateurs, aux internautes. Et merci à votre rédaction pour cette invitation. Et c'est un plaisir pour moi de te recevoir encore sur notre plateau. Alors, vous avez donc suivi, probablement, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, M. Philippe Mvou, dans ses propos où il qualifie, en fait, il dit en substance que les médias congolais, tenus par les Congolais, installés en France, salissent l'image de la République du Congo. Quelle a été votre réaction face à ces propos? Face à ces propos, ma réaction ou mes impressions, d'abord, je ne suis pas surprise que ça vienne de M. Philippe Mvou, qu'il faudrait certainement rappeler en 2-3 mots. C'est un apparatchik du Parti congolais du travail, c'est-à-dire du régime du parti au pouvoir actuellement, plus de 3 fois ministre depuis que M. Sassou Nguesso est revenu par la force. À cela, il faut ajouter un rentier de l'État, parce qu'en dehors de la politique, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur fait. Je n'ai jamais connu le métier de ce monsieur. Donc, c'est encore un rentier de l'État qui est dans son rôle, celui de gérer un instrument qui a pour objectif, en fait, de faire taire toutes les voix dissonantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut retenir aussi le fait que pour nous qui sommes à l'étranger, nous pensons, qui combattons ce régime, c'est encore un signe de la fragilité de ce régime. Et c'est un signe lorsque vous voyez un des leviers qui doivent contribuer à mettre sous cloche tout un pays commence à paniquer, c'est un bon signe en fait. Et troisièmement, en fait, je tire mon chapeau plutôt aux médias de la diaspora, qui ne sont pas les médias de l'opposition, qui sont les médias de la diaspora. Nous sommes à l'heure du numérique. Il est tout à fait normal que les Congolais qui ont ce génie d'être présents dans ce monde du numérique médiatique, dans les web médias, pour parler de leur pays. Et je dirais enfin que le Congo n'appartient pas à M. Philippe Mvou et nous sommes libres de donner notre avis sur la gouvernance politique, socio-économique et sécuritaire de notre pays. Bien au contraire, ce n'est pas, on va dire, surpris, mais bien au contraire, m'a conforté à l'idée que nous devons continuer à conscientiser notre peuple et vous, en tant que média, vous devez continuer à faire ne serait-ce que votre travail. La preuve en est, votre média est libre pour recevoir tout le monde. Il n'avait qu'à venir dans les médias et j'en profite certainement pour lui demander un débat s'il a bien le courage de venir nous affronter au cours d'un débat démocratique. On démontrera qui, de Brazzaville ou de l'extérieur, est responsable de l'image ternie du Congo-Brazzaville. Évidemment, le plateau est ouvert à tout le monde. C'est une invitation, évidemment, que TLR TV lance donc par votre voix, que Philippe Mvou, s'il a vraiment quelque chose à dire, alors nous pourrons le recevoir sur notre plateau. Mais lorsqu'il dit que les médias congolais installés en France salissent
l'image de la République du Congo. Comment peut-on interpréter ce zèle de quelqu'un qui veut, depuis Brazzaville, contrôler les médias à travers le monde? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ce qui peut justifier cela, c'est tout simplement le fait que, comme j'ai dit, c'est un rentier de l'État. J'ai regardé dans le projet de loi de finances 2022, le conseil qu'il dirige avec d'autres acteurs, a au moins, on va arrondir à presque 90 millions de francs CFA de budget. Ce qui revient à dire que ce monsieur à qui on remet quasiment 90 millions annuels à gérer, il faut qu'il justifie en fait la pertinence de ce conseil. Sous d'autres cieux, ce conseil sert à ne serait-ce que vous êtes mieux placé pour le savoir, à fiabiliser en fait. Son rôle, c'est de fiabiliser, de faire en sorte que toutes les voix d'une nation puissent avoir la possibilité de s'exprimer. Et il fait tout le contraire. Alors, en faisant tout le contraire, il veut justifier, comme j'ai dit, sa rente. Mais en cela, ça nous conforte encore, comme j'ai dit tantôt. Pourquoi? Ça nous conforte du fait que les pouvoirs publics à Brazzaville, les autorités de Brazzaville, le régime de Brazzaville est aujourd'hui conscient que le Congo est devenu presque le pays qui défraie la chronique de manière tout à fait négative au quotidien. On y reviendra certainement. C'est sur votre antenne que nous avons parlé des six ou des dizaines de jeunes Congolais qui ont été tués dans les prisons au commissariat central. Et on peut comme ça, dans le domaine politique, lorsqu'il y a des crimes politiques, dans le domaine socio-économique, lorsqu'il y a des questions de corruption, des questions de kleptocratie, dans le domaine sécuritaire, lorsqu'il y a des crimes, dans le domaine socio-économique, lorsqu'il y a des problèmes, par exemple au niveau de la crise sociale, des retraités, des étudiants et autres. Avec les étudiants abandonnés à l'étranger. Abandonnés, tout part de l'étranger, tout part des médias étrangers. Pourquoi? Parce que les médias congolais, les web médias congolais ont failli à leur mission. C'est ce qu'on appelle une défaite de la pensée. Ceux qui sont dans cette corporation des journalistes, j'en profite pour les interpeller. Est-ce ils peuvent se dire encore journalistes? La réponse est non. Ce sont des gens qui veulent accompagner le régime. Donc, comme ils ont trahi leur déontologie, ils ont trahi leur engagement, ils ont trahi leur foi au métier, à ce noble métier de journalisme, mais ils n'avaient qu'à applaudir, vous autres, qui faisiez votre métier de parler des problématiques qui se posent à notre pays. Donc, ça doit nous conforter en cela, ça doit conforter, continuer à conforter les médias, les web médias et les médias à l'étranger. Alors, dans une intervention, nous avons suivi également un de ses conseillers, notamment Dominique de Marseille, qui disait, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il arrive qu'il coupe Internet et tous les médias lors des élections pour éviter le désordre occasionné par ces médias. Est-ce qu'on peut traduire cela comme étant un aveu d'impuissance, d'échec? Non, c'est plutôt, je dirais plutôt un aveu d'irresponsabilité. Ce monsieur qui se dit journaliste, je l'ai suivi dernièrement lorsqu'il a pris la parole parce que lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée, il s'est attaqué à ses collègues médias, notamment à Télé Congo, qui a mis sous cloche cette information universelle, planétaire, au sujet du coup d'État en Guinée. Et c'est le même monsieur aujourd'hui qui justifie la coupure d'Internet. Mais je tiens à dire à ce monsieur, Dominique de Marseille ou Dominique de Kélé ou je ne sais pas, d'Itumbi, je crois que c'est ce nom-là qui lui sied le mieux. À ce monsieur, je tiens à lui dire que couper Internet, c'est quasiment une atteinte à la liberté. Donc, le Congo peut être, qui a signé ce genre de convention au niveau des Nations Unies, peut être à la fois poursuivi et condamné sur cette question. Donc, cette contradiction de ce monsieur ne peut pas nous surprendre. Ne peut pas nous surprendre parce qu'il est habitué à cela. Alors, le second sujet, c'est sur, bien entendu, la vente aux enchères des deux immobiliers de la République du Congo et voilà qui enchaîne d'ailleurs la question de savoir finalement
Qui de ces médias installés en France et le régime de Brazzaville salit finalement la République du Congo. Ici, 2 immobiliers sont en train d'être vendus aux enchères à Paris. La raison évoquée, c'est le non-paiement de la facture téléphonique pendant 30 ans. Et là encore, les immobiliers qui sont vendus, parmi ces immobiliers, il y a des symboles de la République. La résidence de l'ambassadeur de la République du Congo. Quelle lecture peut-on faire de cette attitude du gouvernement congolais qui laisse vendre ce patrimoine aux enchères en plus? Monsieur Christian-Perrin, vous conviendrez avec moi que la vente aux enchères de la résidence de l'ambassadeur du Congo au Brazzaville, acquis grâce au président, la vision du président Fulbert Youlou, pendant à peine 3 ans, il était aux affaires, peut être considéré pour moi, en tout cas, comme une journée noire pour notre pays. En tant qu'acteur politique, je manque de mots pour m'indigner. Et vous venez de le dire, qui salit l'image de notre pays. Moi, lorsqu'on m'a envoyé ces images, cette vidéo, et ils n'ont même pas pris soin d'enlever le drapeau congolais, alors qu'ils savaient que les potentiels acheteurs devaient passer, ils auraient dû, même pour des questions de souveraineté nationale, de fierté nationale, enlever les drapeaux. Et vous avez vu ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux avec le drapeau congolais et une maison dont il y a encore les meubles et l'immobilier être mis aux enchères, cette maison être mise aux enchères. Donc, nous sommes là dans le flagrant délit de celui ou ceux qui salissent l'image du Congo-Brazzaville. Celui ou ceux qui salissent l'image du Congo-Brazzaville, c'est M. Sassou Nguesso, M. Coliné Makosso et tout ce régime avec leur parlement, avec les autres institutions, Cour des comptes, tout ça. Et M. Philippe Mbo, parce que je pense qu'il aurait dû interpeller les médias à Brazzaville, parce qu'ils ont des correspondants ici pour se dire, mais comment ça se fait que vous ne relayez pas cette information, comme j'ai dit, qui peut être une journée qui sera, c'est sans précédent. Depuis que le Congo est Congo, on n'a pas vu, et même sous d'autres cieux, je n'ai pas vu une telle image. Maintenant, venons-en à cette problématique qui est très grave. C'est d'abord quoi? C'est d'abord la traduction de ce que j'ai appelé le braquage du Congo opéré par M. Sassou Nguesso et ses amis un 5 juin 1997. Et comme j'avais dit tantôt, dernièrement, une fois qu'il a opéré ce braquage, M. Sassou Nguesso a passé son temps à vendre le Congo comme une espèce, d'ailleurs, leur totem, c'est cela, hein, le Congo est devenu un gibier qu'on a pris en train de vendre. Donc, la traduction de la ruine du Congo-Brazzaville qui s'effectue devant nos yeux et M. Sassou Nguesso ne bouge pas parce qu'il est complice. Ça, c'est de 1. De 2, évidemment, la responsabilité des contre-pouvoirs pour ne serait-ce que se poser la question de savoir. Parce qu'on nous dit que c'est Orange. Orange qui a porté plainte contre le Congo et depuis, avec les intérêts, se retrouve à avoir saisi cette résidence. J'y ai été à l'époque d'un ambassadeur, je pense, vaste résidence dans un quartier huppé de la région parisienne. Donc, Orange, c'est l'opérateur téléphonique ici, de télécommunication. Ce qui revient à dire que ce que m'a expliqué un certain nombre d'experts, il y a un problème de contrepartie. Donc, de contrepartie entre Orange et le gouvernement congolais. Mais qui gérait les communications, les télécommunications chez nous? Vous a été l'un des ministres qui a été dans ce secteur. Il arrive à un moment. Vous, il y a eu Mungala qui est passé par là et aujourd'hui, Léon Juste Ibombo. Mais si on était dans un pays sérieux, ces gens devaient être interpellés. Interpellés, je vais dire, au niveau de parlement pour chercher à savoir d'où vient cette dette. Qu'est-ce qui a occasionné cette dette? À combien on estime cette dette? Et qu'est-ce qui a été fait depuis au niveau des procédures judiciaires? Mais c'est le calme plat. Ils font le dos rond, faire comme si ça n'existait pas. Heureusement que nous avons aujourd'hui les médias de la diaspora
pour relever ce scandale sans précédent dans notre pays. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ce constat, mais on ne peut pas faire comme si ça va passer comme une lettre à la poste. Non, mais c'est là où ils oublient. Mais tout ça est archivé. Comme M. Sassou Nguesso n'est pas éternel, comme ce régime n'est pas éternel. Mais demain, je viens de dire tout à l'heure, la traçabilité, les messieurs Mvo, là, ils répondront devant les juridictions. Pourquoi aujourd'hui nous avons cette dette? Qu'est-ce qui a occasionné cette dette? Et qui devrait payer? Donc, tôt ou tard, nous allons revenir sur ça. Ce bien immobilier qui est un bien immobilier du patrimoine de l'État qui est aujourd'hui vendu aux enchères. Mais est-ce qu'on peut qualifier cela comme étant un acte de haute trahison? Mais vous avez trouvé le mot, c'est de là où j'allais venir. C'est-à-dire, autant j'ai essayé de relever la responsabilité des ministres ou des responsables de ce secteur qui sont passés par là, de Mvo à Thierry Mungala et aujourd'hui Léon Justi Bombo. Mais à cela, il faut ajouter celui qui est le chef de ce régime. C'est de la haute trahison. C'est de leur propre disposition de la dernière constitution née de la forfaiture de 2015. C'est de la haute trahison. Et ce n'est pas la première fois que M. Sassou Nguesso pose un acte de haute trahison, que ce soit au niveau des mines, au niveau des forêts, au niveau de la concession pour plus de 100 ans, l'axe routier entre Pointe-Noire et Dolisie et Brazzaville. 100 ans de concession. Donc, nous avons comme ça, on peut lister. Et il y a eu également, pendant que tu parles de sécession, là, oui, il y a eu également les terres congolaises qui ont été cédées à la République rwandaise. Aux Rwandaises, à travers M. Christelle Sassou Nguesso Angualima. Donc, on peut lister comme ça. Et croyez-moi, en tout cas à notre niveau, nous avons toute une équipe qui est en train de lister tous ces actes de haute trahison opérés par les acteurs de ce régime de Sassou Nguesso pour que demain, ils rendent compte. Il faudrait qu'ils regardent ce qui se passe en RDC. La restauration de l'autorité de l'État fait en sorte que tous les dossiers reviennent maintenant sur la table. C'est ce qui va se passer au Congo-Brazzaville. Qu'ils montent ou qu'ils descendent, c'est ce qui va se passer. Qu'ils ne pensent pas un seul instant que nous sommes aveugles par rapport à cela. Et à cela, il faut aussi, je voulais aussi dire ceci. Ceux qui sont aujourd'hui au Parlement, nommés ou élus, mais la majorité qui sont nommés, notamment M. Tati Mabiala qui se dit chef de l'opposition. Mais celui-là aussi répondra de tes actes, parce que c'est une complicité de haute trahison. Que ce monsieur mette sur la table cette problématique, qu'il soit mis en minorité à l'Assemblée nationale, comme le PCT est majoritaire, il se dédouane de sa responsabilité. Mais ce silence, c'est un silence coupable. Donc, ceux qui se disent soi-disant opposants et qui participent à ce régime-là, mais demain, nous prendrons les dispositions, pas dans la violence. On appliquera les mêmes lois qu'eux-mêmes ils ont entérinées lors de leur forfaiture. Donc, pour moi, ce qui se passe, comme j'ai dit, cette journée noire qui risque d'être une journée noire pour notre République, pour notre pays, le 16 décembre, doit être inscrit en lettres d'or comme étant le processus de ruine de notre pays engagé par M. Sassou Nguesso et sa clique depuis un 5 juin 1997. Raison pour laquelle, à un moment, je disais, lorsque nous avons commencé ce combat, que le Sassouland que j'ai réussi, Dieu merci, à imposer dans la terminologie du combat que nous menons, le Sassouland, pour moi, c'est une parenthèse de la République congolaise. C'est une parenthèse. Comme en France, ici, ils ont eu le régime de Vichy, nous sommes aujourd'hui dans le régime du Sassouland, qui est une parenthèse de la République. Et j'estime que la République s'est arrêtée en 15 octobre 1997. Et depuis cela, nous sommes dans cette parenthèse. Et cette parenthèse, nous devrons tôt ou tard, si nous n'arrivons pas à le faire, je pense que nous arriverons à le faire, mais tôt ou tard, il faudrait que les Congolais fassent le procès de ce régime
qui est le Sassoulon. Voilà, et donc chacun répondra de ses actes. Mais est-ce que, telles que les choses sont parties, puisque nous avons dit la vente aux enchères, c'est le 16 décembre prochain, y a-t-il pas un mécanisme, une procédure pour rattraper cela? C'est-à-dire, est-ce que les Congolais, par exemple, de la diaspora française ne peuvent pas se constituer en une association et faire appel ou essayer de tenter un peu de stopper cette procédure? C'est quand même un symbole, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, vous avez raison, mais je pense que c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Et je pense même que c'est contre-productif. Je pense que, comme j'ai dit, nous sommes dans une parenthèse de la République. Nous allons prendre acte du fait que le patrimoine du Congo-Brazzaville a été aliéné par M. Sassou Nguesso et son clan. Maintenant, comme j'ai dit, ils ne sont pas éternels. Il va arriver un moment où M. Sassou Nguesso, face à ses biens qu'il a acquis de manière frauduleuse, nous allons faire des contreparties. Je vous prends un exemple simple. M. Ngwalima, il va dire, non, moi j'ai une villa que j'ai acquis de manière régulière au Congo-Brazzaville. Ok, vous avez participé à un régime qui s'appelle M. Sassou Nguesso. Ok, bon, nous allons faire une espèce de comparaison entre votre bien à Brazzaville qui coûte par exemple 3 milliards de francs CFA et notre patrimoine commun que vous avez vendu, parce qu'ils sont responsables, que vous avez vendu, monsieur, votre bien saisi et va être compensé à cette autre trahison. Voilà, nous pouvons trouver des mécanismes dans ce sens-là pour tout simplement que la République, une fois restaurée, retrouve ses droits et se restaure dans ses droits qui ont été aliénés par ce régime et ses alliés, notamment le régime de M. Sassou Nguesso. Donc, je pense que nous devons tout simplement prendre, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, beaucoup de Congolais, des juristes et autres, je ne suis pas, doivent lister. Juste par rapport à cela, je vous prends encore un exemple de notre travail que nous sommes en train de faire. Par exemple, nous avons appelé ça le trop perçu. Vous allez me dire, c'est quoi le trop perçu? Monsieur Ngondo, Albert, de son prénom, est le directeur du Trésor. Ce monsieur est à la retraite depuis plus de 10 ans. Monsieur Ndenge est dans la même situation en retraite depuis plus de je ne sais pas combien d'années. Ces gens-là continuent à percevoir des salaires de manière illégale, à avoir des fonds de souveraineté de manière illégale. Mais nous appelons ça des trop perçus. Nous allons le démontrer. Ces gens doivent nous rembourser cet argent. De quel droit M. Ngondo peut être encore en fonction depuis plus de 10 ans? Et quoi, il est plus congolais que mon père qui est parti à la retraite à terre méchue? Non. Donc, il y a des qualifications comme ça. Parce que quand le Congo, autrement, on parlerait des services privés alors, à ce moment-là. Bien entendu. Des prestations privées. Bien entendu. À moins que M. Sassou Nguesso vienne nous démontrer que le Congo est devenu un patrimoine privé. Et vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé au budget, au ministère des Finances. Qu'est-ce que les fonctionnaires ont eu à faire? Et j'en profite pour les saluer. Les Congolais doivent se prendre en charge. Ils sont partis barricader les bureaux des fonctionnaires qui sont partis à la retraite et qui ne veulent pas partir. Et qui sont couverts par un certain nombre d'acteurs politiques. Voilà. Ils se sont pris en charge. Et c'est les Congolais, c'est ce que nous leur demandons de faire. Et nous, de notre côté, nous ne sommes pas à l'intérieur du pays, mais comme j'ai dit, nous sommes en train de réfléchir sur un chef d'inculpation, sur un certain nombre d'acteurs politiques qui sont encore en vie, que nous allons poursuivre pour un trop perçu et qui ont aliéné les droits légitimes du peuple congolais. On va passer donc au volet Guy Brice Parfait Kolela. Voilà une affaire qui rebondit suite à l'annulation, bien entendu, de la date, je l'ai dit, d'entrée de jeu, de son inhumation qui avait été imposée par l'Institut médico-légal de Paris, au plus tard le 7 décembre donc dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et donc tout est finalement confirmé que la date a été annulée. Cependant, il y a un certain nombre des images qui commencent à circuler depuis l'annulation de cette date, des images qui ont existé, bien entendu, mais qui finalement avaient disparu. Et tout d'un coup, elles refont surface sur les réseaux sociaux. Quelle analyse portez-vous sur d'abord la décision qu'avait prise
l'Institut médico-légal de Paris de faire une injonction à la famille Kolela d'aller récupérer le corps au plus tard le 7 décembre, sous peine de demander à la mairie de procéder à son enterrement comme un indigent. Quelle analyse faites-vous de cette décision? Assez trouble parce que l'Institut médico-légal, selon mes informations, et je sais quelque chose parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce pays-ci, peut garder encore autant de temps qu'il peut, parce qu'ils ont les moyens pour, tant que la procédure judiciaire n'est pas achevée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'Institut médico-légal a des interlocuteurs qu'il connaît. Donc, avant de prendre une telle décision, il aurait dû se rapprocher de ses interlocuteurs, parce qu'aujourd'hui, il y a deux camps. Le premier camp, celui incarné par Madame Lydie Kolela, avec les enfants, et l'autre camp, c'est la veuve Kolela et un certain nombre de parents. Donc, l'Institut médico-légal aurait dû plutôt, à travers la préfecture, solliciter l'avis ou bien de manière, on va dire, un peu plus administrative, voir qu'est-ce qu'on fait du corps de M. Kolela. Mais on a été surpris. Mais pourquoi moi, je n'ai pas été surpris aussi? Parce que c'est le même mode opératoire qu'ils ont voulu appliquer le jour où, donc le 22 mars, lorsque l'avion a atterri au Bourget. Souvenez-vous encore, l'administration française, à travers la préfecture, a tenté comme ça de faire signer à Mme Kolela une espèce un document où elle cautionnerait le fait que Parfait serait décédé de Covid. Et il y avait déjà, on va y revenir, des croque-morts, ce que moi j'appelle des croque-morts, proches de l'ambassade du Congo-Brazzaville en France, qui devaient prendre Kolela pour l'amener directement à la mort. Voilà le mode opératoire. Donc, mais est-ce que pendant que tu en parles, est-ce qu'il était, il était vraiment de droit que Madame Kolela signe que son épouse est morte de Covid, ou de reconnaître cela? Je tiens d'abord à dire ceci. Moi, Guy Mafimba, je ne suis pas de la famille Kolela. Je suis un acteur politique. Depuis 2014, je me suis joint à l'ancien ministre Kolela, président Kolela, dans ce combat. On se fréquentait, je partais le voir dans son bureau à la fonction publique. Donc, j'ai le droit et la légitimité, parce qu'il faut lever cet écueil-là. Depuis que cette affaire Kolela a commencé, de temps en temps, on envoie des postes, on ne parle pas, on ne communique pas. Ce n'est pas qu'on a abandonné ce combat. Nous fonctionnons, on va dire, en back-office. Et je tiens aussi à dire, les photos qui ont été publiées, moi, Guy Mafimba, j'étais au courant de certain nombre de photos qui ont été publiées ce jour-là. Je dis, bien, en back-office, nous essayons de faire avancer le combat pour la quête de la liberté. Donc, je veux dire par là que M. Kolela n'appartient plus à sa famille. Il appartient à sa famille et à la communauté nationale congolaise parce que son décès est trouble. Un. Deux, parce que le décès de M. Kolela, tant qu'on ne connaîtra pas la vérité, nous allons compiler, j'insiste, un contentieux historique majeur qui risque d'impacter la vie nationale, qui risque d'impacter la concorde nationale congolaise pendant encore 10, 15, 20 ans, comme nous avons eu, je reviens juste sur le triple assassinat de 97, le président Marien Ngouabi, le président Massa Madeba et le cardinal Biaïna. Ça, ce n'est pas notre génération. Mais notre génération, en tant qu'acteur politique, nous continuons à subir cette affaire-là. Donc, je tenais à dire d'abord ceci, que je suis aujourd'hui en droit et j'ai pris aujourd'hui l'engagement de m'exprimer sur cette affaire, sur ce décès trouble. Et je parlerai même plutôt de neutralisation du président Brice Parfait Kolela un 21 mars à Brazzaville. Et nous avons le droit et la légitimité. Donc, pour revenir à votre question, non. Vous jetez là un pavé dans la mare ou bien vous êtes… Je jette un pavé dans la mare de façon tout à fait fondée. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Lorsque je voyais des jeunes faire des vidéos, des activistes et autres, c'est bien. Mais comme j'ai dit,
en tant qu'acteur politique, parce que ce contentieux historique est majeur, nous étions en back-office pour essayer de donner un certain nombre d'informations, pour essayer d'orienter un peu les recherches auprès de celles et ceux qui ont voulu nous écouter. Et en cela, je dis, pour répondre à votre question, non. Depuis que lorsqu'ils sont arrivés un 22 mars, ils ont atterri à l'aéroport du Bourget, le fait seulement qu'on puisse vouloir imposer à Mme Kolela de signer ce fameux document attestant qu'il est mort du Covid, automatiquement on rentrait dans ce qu'on appelle la raison d'État en France. On rentrait dans un décès trouble. On rentrait dans une neutralisation supposée ou présumée. Et on peut le dire en 2-3 mots. Pourquoi ce décès est trouble? Pourquoi il y a une neutralisation présumée? Il y a 2 ou 3 indices. Premier indice, après l'autopsie, on s'est rendu compte qu'il est mort un 21 mars. Il n'est pas mort le 22 mars, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Après autopsie, on s'est rendu compte que M. Kolela n'est pas décédé de la Covid, mais il est décédé, le terme sanitaire, j'oublie, traumatisme, une expression de ce genre. Et cela peut vouloir dire qu'il est mort depuis Brazzaville, c'est cela? Depuis Brazzaville. Finalement. Donc, deux indices. Troisième indice, comme par hasard, Brazzaville qui dit qu'il est mort de Covid, tout autour de Kolela, aucun n'a été détecté Covid-19. Je vais plus loin. Covid. Nous avons l'information aujourd'hui que M. Kolela, lorsqu'il arrive à Sécurex, ce n'est pas Sécurex qui détecte que M. Kolela a le Covid. Sécurex, la clinique Sécurex, quand il reçoit le patient Kolela, le fameux, comment dire ça, le test est parti, je ne sais d'où, c'est peut-être du laboratoire national ou du CHU, mais ce n'est pas de Sécurex. Et Sécurex, aujourd'hui, ce que je dis, comme je dis, c'est fondé ce que je suis en train de dire. Et 4e indice, trouble, le fait d'avoir menti sur la date du décès du président Kolela, ce qui revient à dire que le président Kolela est mort à Brazzaville la nuit, la veille de sa fameuse évacuation, d'autant plus que quand il quitte Sécurex, il est encore en vie. C'est là où il a fait sa fameuse vidéo, la fameuse vidéo où il lance un testament. Et je terminerai sur le 5e indice, bien entendu, les photos qu'on a publiées, qui démontrent à suffisance que ce n'est pas un homme en vie qui est là. C'est encore inanimé et on le voit d'ailleurs sur le tarmac. Qu'on est en train d'emmener, qu'on est en train d'évacuer. On peut aller même au 6e indice, le fameux avion qu'on a affrété, qui fait 2 escales pour quelqu'un qui est dans une situation critique. 2 escales. Et on partirait même avec un 7e indice. Le 7e indice, c'est quoi? Le 7e indice, c'est tout simplement le méli-mélo sur le tarmac de Maya Maya. Monsieur Bileko, j'espère qu'il va nous écouter. Pourquoi il a hésité de prendre le vol qui devait acheminer Kolela? Pourquoi monsieur Bileko s'est confié à un certain nombre d'acteurs pour dire que la nuit était difficile? Ils ont réussi à le ramener à la vie. Ah bon, il était déjà mort, donc on l'a ramené à la vie. Et pourquoi ce monsieur s'est jamais exprimé? Pourquoi ce monsieur a quitté pratiquement clandestinement la France une fois que le corps a été amené à l'Institut médico-légal? Pourquoi il y a eu la présence des croque-morts de l'ambassade du Congo-Brazzaville en France? Je dis bien les croque-morts, ils se reconnaîtront au Bourget. Comme quoi, ils avaient été informés depuis Brazzaville qu'il y a encore qui arrivait. Et je peux vous confier, je peux vous faire une indiscrétion. Nous suivions le vol de l'évacuation avec un certain nombre de mes jeunes frères, dont M. Marcus Kissa. Et moi, comme je travaillais le lendemain matin, je me suis assoupi. Mais un coup de fil va me réveiller avant même que le vol atterrisse, que c'était fini, que là, il était déjà mort. Mais qui a informé les gens que là, il était déjà mort avant même que le vol atterrisse, alors que la personne m'appelle depuis Paris. Donc, vous voyez bien un peu tous ces indices. Et l'indice majeur, on dirait même l'indice préalable, c'est bien entendu le discours politique
de M. Aessa à Ouando, en pleine campagne, lorsqu'il parle de mes enfants. Des enfants, quand ils s'entêtent, bakomelamai na kana. na kana. Soko botali komeka moti na mosapi. Botika ya meka. Soko mwana moke aliko saka na moto. Bako pekisaka ye ongana oklo bakawa na yibitina. Mwana moke kosakana kana moto. Bako pekisaka ye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koyoka te. Botika ya meka. Akosa nini? Akosa nini? Bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oya bokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya tina ezanga tina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Il avait tout dit. Nous sommes là dans ce que moi j'appelle le triptyque manipulation, complot, violence. C'est comme ça que, avec l'histoire, j'ai appris que un certain colonel avait abattu un certain nombre d'acteurs lors de coup d'État de 1972. Les politiques de ce régime-là, ils se reconnaîtront, ne donnent jamais des directives de manière claire et nette. Va tuer Christian Perrin. Non, c'est toujours avec des habillages, avec des paraboles. Donc moi, j'estime en tant qu'acteur politique que M. Aessa a prononcé ses propos, ses mots de manière tout à fait, on va dire, consciemment, il l'a dit. Il savait exactement où il avait lancé comme une espèce de fatwa. C'est ce que j'avais dit à cette époque. Une fatwa à l'égard de Guy Brice Parfait Kolela et Jean-Jacques Yobio Pango, parce qu'ils étaient à Ouando. Voilà, mon cher Christian Perrin, tous ces indices. Une fois que vous avez tous ces indices, vous pouvez maintenant faire la traçabilité de la neutralisation de monsieur, de notre frère, de notre compatriote Guy Brice Parfait Kolela. On n'a pas besoin de alors donc tout porte à croire, si j'ai bien compris, tout porte à croire que finalement Guy Brice Parfait Kolela est mort depuis Brazzaville et que le régime donc au pouvoir s'est arrangé à se débarrasser d'un corps encombrant, sachant que ce jour-là il y avait les élections présidentielles et face d'ailleurs à cette activité pouvait s'opposer l'article 70. Alors il fallait très vite se débarrasser de ce corps. Exactement. Donc, ils ont fait voyager un corps inanimé, c'est cela. Exactement. Il y avait double objectif. Éviter l'activation de l'article 70 de leur Constitution. Et le deuxième objectif, éviter des troubles à l'ordre public. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'on annonce la mort de Kolela à Brazzaville, les partisans de Kolela et toute la dynamique congolaise, parce que à la fin de cette fameuse campagne, on a vu une dynamique se créer autour de Parfait Kolela. Ils savaient pertinemment qu'on devait arriver au trouble à l'ordre public. D'ailleurs, beaucoup des dirigeants de ce régime ont quitté Brazzaville la veille de l'évacuation, dont lui-même, le chef de l'État, a quitté Brazzaville. Pour quelle raison? Et toute la sale besogne qui a été opérée au CHU la nuit du 21 au 22, il y a des acteurs proches de la présidence qui ont été mêlés dans cette sale besogne. Et la preuve, pendant que vous le dites, la preuve, c'est qu'on a vu même le général Ebata, qui est le directeur général de l'hôpital militaire de Brazzaville, sur le tarmac de l'aéroport Mayamaya. On se pose la question, que faisait-il là-bas? Et puis, il n'était pas protégé du tout, il n'avait pas les combinaisons de protection. Voilà, ils ne sont pas, comme par hasard, on nous dit qu'il est de la Covid, mais il n'a aucune combinaison, rien du tout. Et il est directeur général de l'hôpital militaire. Je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur faisait à cette heure, ce jour-là, au tarmac. Mais mieux, moi, je me suis posé la question de savoir,
La clinique Sécurex a l'habitude parce qu'ils sont en convention avec pas mal de cliniques au Maroc. Donc, ils ont l'habitude de d'évacuer préparer vers le les Maroc. évacuations Oui, oui, sanitaires. tout Mais à fait. pourquoi on a mené M. Kolela ce jour-là à l'hôpital, au CHU? Et qui était là? Qui était là? Sa femme était là? Selon mes informations, non. Selon mes Alors informations. que l'évacuation pouvait se faire évidemment depuis la clinique Mais la vers pauvre, l'extérieur. d'autant plus que l'ambulance qui a ramené, on va dire, le corps inanimé de notre frère, de notre compatriote, le président Parfait Kolela, c'est l'ambulance de Sécurex. Donc, ils ont les moyens. Ils sont souvent, ils évacuent souvent parce qu'ils travaillent avec les Marocains. C'est une espèce de sous-traitance des cliniques marocaines. Donc, vous voyez bien que... Évidemment, il y a quand même une curiosité là. On sait bien que la clinique Sécurex est la mieux outillée de Brazzaville et le CHU est pratiquement en dysfonctionnement et tout le monde le bien sait sûr. que le CHU ne fonctionnait plus. Et Comment ils se sont lui-même, le permis de patient, prendre un patient comme ça dans une clinique bien outillée pour l'amener l'amener au vers CHU? là où on sait que bon, au CHU, il n'y avait plus rien. Voilà. Et sous prétexte de préparer son évacuation. Mais la clinique, il peut préparer l'évacuation. Et surtout, le patient encore en vie avait souhaité qu'il soit pris en charge à Sécurex. Et il avait refusé Léono. Il avait refusé Léono. Donc, vous voyez bien que tous ces indices nous conduisent à conclure à une neutralisation du président Guy Parfait Kolela. Mais c'est là où j'attire l'attention maintenant de la famille Kolela. En tout cas, de ceux qui ne veulent pas la vérité. Aujourd'hui, Parfait Kolela est devenu un cadavre entre côtes. Et en partant de ce monde, il a laissé un message posthume, important, de haute portée politique. Kolela n'a pas dit battez-vous pour mon parti politique ou battez-vous pour moi. Il dit battez-vous pour les générations futures, pour vos enfants. Alors pourquoi voulez-vous que moi, ma Fimba, je puisse laisser à la famille, pour des raisons obscures, nous pousser absolument à aller enterrer Kolela? Mais non, la vérité, nous devons connaître la vérité. Nous sommes ici dans un pays de droit. En plus, il a la double nationalité. La contre-expertise demandée par Lydie Kolela et les enfants Kolela et les autres est tout à fait légitime. Et nous avons l'obligation, en tant que Congolais, en tout cas, moi j'ai l'obligation de me pencher de ce camp-là, du côté de ce camp-ci. Et je prends aujourd'hui solennellement l'engagement de dire je suis aux côtés de Lydie Kolela qui cherche la vérité. Parce que moi aussi, je cherche la vérité. Pourquoi je cherche la vérité? Je vous ai dit tantôt, parce que je ne veux pas que mes enfants, moi, Guy Mafimba, puissent demain subir, parce que Guy Mafimba qui fait la politique est du Nord, donc demain on dirait que les Nordistes sont tués par Parfait Kolela. Je ne veux pas de ça, comme ça se passe avec Ngouabi. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué Ngouabi, mais nous, on sait, on sait qui a tué Ngouabi. On a fait exécuter plus d'une dizaine de personnes. On est parti tuer un cardinal. Et aujourd'hui, la concorde nationale aujourd'hui est complètement en lambeaux à cause de tout ça. Donc, M. Sassou Nguesso, qui est toujours à l'origine de ces drames, aujourd'hui veut mettre sur toute une génération, en tout cas la mienne, parce qu'avec Parfait Kolela, une différence peut-être de 4 ans de mon aîné. Mais c'est ma génération politique. Pourquoi voulez-vous que nous assumons une telle charge émotionnelle, une telle charge historique? Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils veulent conserver le pouvoir, sont allés jusqu'à assassiner. Je pèse mes mots. Un homme politique du Vous pesez vos mots, évidemment. La question que j'allais vous poser, mais je ne sais pas si vous êtes la personne la mieux indiquée, parce que nous apprenons également que maintenant où nous tenons notre émission, il y a Nathalie Kolela, donc l'épouse de Guy Parfait Kolela, qui doivent aller en référé avec les enfants, parce que Nathalie insiste qu'on enterre et les enfants disent on ne peut pas enterrer tant que la vérité ne jaillira pas. Et là, j'ai bien envie de regarder de très près les images qu'on a vues sur le tarmac de l'aéroport de Maya où dans l'avion, on nous parle d'un patient atteint de Covid, mais pourtant on voit bien le médecin accompagnateur et on voit aussi l'épouse juste avec un petit masque non protégés dans l'avion. Alors, je me posais la question de savoir, ces personnes n'étaient-elles pas conscientes que le Covid est contagieux et il est mortel?
Mais la réponse est dans l'acte qu'a posé la veuve Kolela lorsqu'ils atterrissent. Elle a bien refusé de signer lorsqu'on lui a dit que son mari est décédé de la Covid. Si son mari n'est pas décédé de la Covid, donc il est décédé d'autre chose. Mais tout ce que cherche Lady Kolela et d'autres Congolais, dont moi, modestement, ma modeste personne, acteur politique quand même, mais dont moi, on cherche la vérité. Je pense que Kolela, d'où il est, il ne veut pas qu'il y ait un autre Kolela. Mais après Kolela, ça sera qui? Si on laisse faire là, est-ce que les gens se rendent compte? Ils ont tué Kalakala. On n'a jamais connu la vérité. Ils ont tué Kalakala. Ils ont tué le colonel Marcel Tchourou. On n'a jamais connu la vérité. Kolela est en tout cas leader d'envergure qu'ils ont neutralisé. Le prochain, ça sera qui? On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, où il y en a qui pensent qu'ils peuvent comme ça avoir le droit de la vie et de la mort des autres. Et nous sommes là en train de regarder. Non, M. Christian Perrin, nous devons dire stop. Et je dis mais respectueusement à la veuve, je peux comprendre sa souffrance, mais j'ai dit tantôt, lorsque on est marié, on est l'épouse d'un homme politique, il faut qu'elle comprenne que cet homme politique, il n'est plus seulement l'épouse, il devient la propriété aussi des forces vives de la nation. Donc, elle ne peut pas nous enlever ce droit-là de chercher la vérité. Kolela ne peut pas comme ça, comme nous on dit à Poto, partir cadeau. Non, c'est quoi ça? Donc, elle doit se ressaisir. Sinon, c'est demain, elle, qui risquera de répondre de ses responsabilités, parce que c'est quand même les enfants. Les enfants ont le droit de reconnaître la vérité. Et je viens de lister des indices. On ne veut pas rentrer dans les détails, cher ami Perrin. Oh, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas citer les noms. Mais je peux aujourd'hui, de là où je suis, dire, confirmer, conclure que Guy Brice Parfait Kolela a été neutralisé. Nous avons à la fois des indices et quasiment des aveux qui ne disent pas leur nom. Donc, tout ce que nous voulons, allons jusqu'au bout du processus. De toutes les manières, il n'est plus de ce monde, on pourra l'enterrer. On a vu des corps ici rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est le testament de M. Kolela ne peut pas rester, ne peut pas devenir une lettre morte. Mais voilà, merci pour ces affirmations. Et donc, pour une fois, les Congolais voudront savoir la vérité sur ce crime qu'on pourrait qualifier crime politique. On va donc terminer avec le dernier volet. Ce sont les 600 corps qui traînent dans les morgues de la seule ville de Brazzaville. 600, c'est quand même beaucoup. 600 corps dans Brazzaville. Et il faut rappeler qu'avant cela, il y a 1 an de cela, je crois en mars 2020, la mairie de Brazzaville enterrait 575 corps dits indigènes, soit disons abandonnés par les familles. 1 an plus tard, on se retrouve avec 600 corps dans les morgues de Brazzaville. Quelle lecture faire de cette situation? Un pays qui n'est pas en guerre, qui... En terre. Les bras me tombent, surpris par le cynisme des autorités de Brazzaville, parce que le ministre de la Santé, la deuxième fois, précédemment, c'était le maire, je pense, le maire intérimaire de Brazzaville. Et là, c'est le ministre de la Santé qui vient comme ça, qui balance, il y a 600 cadavres qui traînent. Ça veut dire quoi? Ce régime, c'est un régime qui n'a plus d'humanité. On ne trouvera pas les mots pour qualifier la nature de ce régime. On a toujours dit que c'est un régime criminel, d'un cynisme, d'un cynisme innommable, incommensurable. Ça, c'est quoi? On disait tout à l'heure, c'est la traduction de la ruine d'un État qui a été braqué et dont le chef, M. Sassou Nguesso, n'a qu'un seul objectif, comment conserver le pouvoir et comment faire en sorte de le remettre à son fils afin de continuer à pérenniser et à occulter tous les crimes, au sens large du terme, commis contre le Congo-Brazzaville. Et les 600 morts, il faut compter là, des jeunes qu'on tue et dont les parents ne peuvent pas aller réclamer les corps, de peur d'être subir la vindicte des soudards de la police nationale. Et je tiens aussi à vous remercier, parce que souvenez-vous, lorsque
nous avons lancé cette affaire des 6 ou des dizaines de jeunes tués au commissariat central. Votre média a été le premier à lancer l'alerte. Et aujourd'hui, on peut se féliciter que les ONG ont pris le relais et il y a eu autopsie et qui a pris encore cette autopsie, a pris encore en flagrant délit monsieur Thierry Mungala. Thierry Mungala, qui nous parlait d'étouffement. Là, la réalité, c'est le fait que ces jeunes ont été assassinés, battus. Et quand je parlais tout à l'heure de la responsabilité des uns et des autres, tôt ou tard, parce que le régime de Vichy c'est pas seulement le maréchal Pétain qui a payé, hein, tous les acteurs du régime de Vichy. Et les Mungala et autres, là, ils savent que nous sommes à l'heure du numérique. Ces déclarations-là sont archivées. Donc, par rapport aux 600 morts, nous sommes dans une espèce ce n'est même plus de prise de conscience. Il faudrait que les Congolais intériorisent la citation d'un écrivain algérien qui dit « Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Parle et meurs. » Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo-Brazzaville est non seulement sans précédent, mais relève de SOS, et s'il n'y a pas sursaut patriotique et national, c'est tout un pays qui est en train de se détruire. Et de même, nous allons continuer à pleurer nos morts. Parce que, comme j'ai dit, l'objectif du pouvoir, ce n'est pas de régler les problèmes du Congo. Ce n'est pas une gouvernance politique qui est là pour régler les problèmes du Congo, mais bien entendu pour conserver le pouvoir. Et si cela doit passer par des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de Congolais, ils s'en moquent, ils s'en tapent. Voilà la triste réalité. Et juste par rapport à ces 600 morts, on venait d'apprendre que, toujours dans l'indiscrétion, la fermeture de l'hôpital de Blanche Gomez est due au fait que les Américains, l'ambassade des États-Unis qui est à 100 mètres, s'est offusqué. Les diplomates américains ont été interpellés du fait qu'un pays qui n'est pas en guerre, qu'il y a un taux de mortalité aussi galopant, et ça a interpellé et qui ont interpellé par des voies diplomatiques le régime de Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils font? Sous cloche. On ferme Est-ce pour autant ils ont réglé le problème, même quand on ferme comme ça? Mais pas du tout, parce que ce n'est pas dans leur objectif. Je disais tantôt, c'est un régime, et raison pour laquelle à chaque fois on dit aux gens, prenez-vous en charge. Nous devons nous prendre en charge. Nous, regardez là, vous êtes en train de travailler là, vous êtes en train de donner la possibilité aux Congolais de s'exprimer dans moi. Je rentre du boulot, là, je suis venu pour parler de ces choses-là, je n'ai même pas encore mangé. Donc nous faisons notre part de travail. Mais il y a une part de travail aussi au niveau de Brazzaville et des Congolais. Ce que j'ai vu aujourd'hui au ministère du budget, mais c'est important, c'est intéressant. Moi, j'ai appelé à la convergence des colères, la convergence des frustrations, la convergence des luttes. Les Congolais doivent parler. S'ils ne parlent pas, ils vont mourir. Mais dans ce cas, comme ils savent qu'ils vont mourir, qu'ils parlent. Comme ça, au moins, ils vont mourir la tête haute. Plus nous serons nombreux à parler, plus nous serons nombreux à dire non, comme l'ont fait aussi les amis à Kangamazi, à Mpila, les sinistrés du 4 mars. Et j'en profite pour leur dire salam, parce que hier, j'ai reçu ce message-là très tôt le matin. Ils ont dit, vieux, on va sortir. Je leur dis salam, petit bobima, bondi maté. Les maisons de Mpila, ce sont nos maisons. Moi, ma mère avait une maison là-bas, ma mère avait une maison là-bas, cassée. Ils ont reconstruit des maisons là. Ces maisons devaient revenir aux sinistrés. J'en profite pour faire passer ce message-là. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque dignitaire, les dignitaires, ils ont racheté ces maisons. Et comme ils avaient même sonné, ils ont honte de ne pas faire occuper ces maisons construites avec l'argent du contribuable, avec les dons. Ils ont honte de mettre leur maîtresse. Alors que ces maisons devaient compenser nos maisons qui ont été détruites lors des explosions du 4 mars, du fait de leur faute d'ailleurs, hein, et qu'ils ont mis le pauvre Chouroula dedans. Donc, toutes ces luttes doivent s'amplifier. Ce n'est pas Dieu qui va descendre, le fameux Baoba de Mpila qui est tombé. Et croyez-moi, on est tous africains. Moi, j'ai grandi avec ce Baoba-là. Un Baoba, quand ça tombe, un Mpila en plus, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Il y a des signes qui ne trompent pas. Hein? Oyazana Makutu, Ayoka. Oyazana Miso, Atala. Mais tout est-il que le Congo, là, c'est un patrimoine commun. Nous ne lâcherons pas.
Évidemment, c'est par ces propos que nous allons donc mettre terme à cette émission. Guy Mafimba Motoki, je rappelle, opposant politique congolais, vient de conclure l'émission en disant qu'il ne lâchera pas, sinon qu'ils ne lâcheront jamais, évidemment, tous ceux qui luttent pour la restauration de la démocratie au Congo et de la paix. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, Guy. Merci à vous en tout cas. Vous ayez une dernière préoccupation, hein, on peut vous accorder 1 minute pour cela. Non, la dernière préoccupation, c'est juste vous encourager dans ce travail de conscientisation, de donner la parole aux Congolais. Et c'est un sacrifice noble, parce qu'on n'a qu'un seul pays. On ne peut pas avoir 2 pays. De là où nous sommes aujourd'hui, vous du côté des pays anglo-saxons des États-Unis, nous sommes en France ici, dans le froid. Nous pensons à notre pays, même si nous avons de quoi manger, la semoule, tout ce que vous voulez, mais nous pensons à notre pays. Donc, continuez à faire votre sacerdoce. Nous aussi, de notre côté, nous continuerons notre sacerdoce pour la liberté, pour la justice et pour la prospérité pour tous au Congo-Brazzaville. En tout cas, je vous remercie pour votre invitation. Eh bien, merci. Je crois que le message est bien passé. À vous, chers téléspectateurs, aussi, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit, comme d'habitude, à très bientôt. À très bientôt. Cela, prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup.